Une question posée par Yves Gilles. Bonjour Président. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas répondu à l'invitation pour ce grand rassemblement pour un référendum sur l'Union européenne? Alors, moi j'ai une escarbille. Alors oui, bon, sur cette affaire il y a une manifestation demain. Enfin, comme tous les samedis, il y a plein de manifestations dans Paris, soit dit en passant. Donc, ça n'est pas la seule. Alors, d'abord, j'ai une première chose à répondre, c'est que je n'ai pas été invité. J'ai su que les organisateurs avaient dit que j'avais été invité. C'est faux. Je n'ai absolument pas été invité à ce rassemblement. D'ailleurs, ils disent oui qu'ils ont écrit. Non, ils ont écrit, je me suis fait bien renseigner, on n'a rien reçu. D'ailleurs, quelques organisateurs ont mon numéro de téléphone, ils pouvaient au moins me téléphoner ou m'envoyer un SMS pour s'assurer que j'avais bien reçu, donc je n'ai pas été invité. Je demande aux personnes qui m'écoutent, est-ce qu'ils trouvent bien raisonnable que pour organiser une manifestation sur le référendum sur la sortie de l'Union européenne, les organisateurs n'éprouvent pas le besoin d'inviter le candidat du Frexit. Bref. En revanche, je sais qu'un certain nombre de nos adhérents ont été approchés, puisque certains des organisateurs se sont appropriés de façon illégale, et nous avons transmis ça à un avocat, les fichiers de l'UPR. Ça, c'est le premier point. Mais je ne vais pas entamer une polémique qui n'a pas en fait grand intérêt. Je passerai sur le fait qu'il s'agit du 16e anniversaire. Bon, oui, ça aurait été le 10e ou le 20e, d'accord, mais le 16e, c'est quand même pas grand-chose. Mais ça, c'est un détail. Je voudrais aller sur le fond des choses. Le fond des choses, c'est que il est quand même paradoxal d'organiser une manifestation pour demander un référendum sur la sortie de l'Union européenne, le jour même, qui est un jour triste, le 29 mai fait référence au 29 mai 2005, du référendum qui a eu lieu sur la Constitution européenne, où 55% des Français, dont moi et dont d'ailleurs beaucoup de personnes qui m'écoutent, 55% des Français ont voté non, et ce référendum a été piétiné. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas de nouveau piétiné un nouveau référendum? C'est quand même assez paradoxal de partir de principe qu'il faut refaire un référendum alors qu'il y en a déjà eu un, qu'il avait été traité, c'était le non qui l'avait emporté, et ça n'a été suivi de nul effet. On a considéré le référendum comme sans effet. Je note d'ailleurs que parmi un certain nombre de participants que j'ai vu mentionner dans ça, c'est pas le cas de tous, mais j'ai vu quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont qui vont aller manifester, semble-t-il, qui sont des gens qui depuis 14 ans, contre vents et marées, ont refusé d'adhérer à l'Union populaire républicaine. C'est-à-dire le parti qui, que cela plaise ou ne plaise pas peut-être à certains, c'est quand même le parti qui, aujourd'hui, est le parti qui a le plus d'adhérents, qui a présenté un candidat à l'élection présidentielle en 2017, qui va en présenter un en 2022. Je compte bien être candidat en 2022, qui a présenté 574 candidats aux élections législatives, qui a quand même pignon sur rue, qui obtient les meilleurs résultats de vues sur Internet, qui a le plus grand nombre d'abonnés sur sa chaîne. Enfin, tout ça, c'est quand même des éléments d'appréciation. J'ajoute également que nous sommes un mouvement politique qui rassemblons très largement des gens de droite, des gens de gauche, des économistes, des gens comme ça. Nous n'avons pas une image sulfureuse. C'est important. Mais je voudrais aller plus loin. Est-ce que vous croyez vraiment, honnêtement, que manifester pour un référendum sur l'Union européenne va servir à quelque chose? Est-ce que vous croyez vraiment que M. Macron va faire un référendum? La réponse est non. D'abord parce qu'il a dédié lui-même, je crois que c'était en janvier 2018, quand il était allé au Royaume-Uni, il avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé mais s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, que se passerait-il? Et Macron avait dit « Je pense que le Frexit l'emporterait ». Ça avait fait un tollé vite oublié. Si vous allez sur Internet,
pour retrouver le truc, c'est difficile parce qu'il y a eu du nettoyage. Il y a des sociétés qui sont spécialisées pour nettoyer. Mais nous, on l'a gardé en machine, les déclarations de M. Macron à la BBC. Je n'ai pas oublié non plus, d'ailleurs, les déclarations qu'avait faites Mme Ségolène Royal, qui avait dit « Nous, jamais, nous, les européistes français, nous ne commettrons la même erreur que David Cameron, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais un référendum sur le Frexit ». Donc déjà, on sait que Macron ne va pas faire ce référendum. Il va encore moins le faire, alors même qu'il voulait faire un référendum sur le changement de la Constitution pour introduire des questions d'environnement. Même ce référendum-là, il ne va pas le faire, parce qu'il a peur de se ramasser, parce qu'il a peur que les gens votent contre lui. Et enfin, j'ajoute que tout le monde le sait, on est à moins d'un an d'une échéance présidentielle. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de référendum. Ça veut donc dire que, je suis désolé de le dire, l'idée n'est pas antipathique. L'idée n'est pas antipathique, bien sûr. Je suis le premier scandalisé du fait que le référendum auquel j'ai voté non, comme 55% des Français en 2005, que ce truc ait été piétiné. Mais je pense que ça n'est pas forcément une très bonne idée que de manifester sachant qu'il n'y aura aucune suite. On peut se donner rendez-vous le 1er juin, si vous voulez, ou le 2 juin. Il se passera rien, il ne se sera rien passé. La seule chose qui risque de se passer, c'est en fait ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y aura, je sais pas, 300, 400, 500 personnes. Mais pour un sujet de cette nature, c'est pas 500 personnes. C'est même pas 5000. C'est 500 000 personnes qu'il faudrait qu'il y ait dans la rue. Et ça, on ne peut pas les avoir, compte tenu du formatage de l'opinion publique. Et je voudrais aller plus loin encore. Pourquoi, au Royaume-Uni, David Cameron a-t-il fait un référendum sur le Brexit ? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est parce qu'il y avait des gens qui manifestaient dans la rue, de 200, 600, 800, 1000 personnes qui manifestaient, ils voulaient un référendum ? Mais non. Cameron s'en foutait éperdument si ça avait été ça. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni ? Au Royaume-Uni, il s'est passé qu'il y a un type qui s'appelait Nigel Farage, qui a créé un mouvement politique qui s'appelait le United Kingdom Independence Party, ce qui veut dire UKIP, ce qui veut dire un acronyme qui signifie vous gardez, c'était le jeu de mots, et qui pendant des années, a bâti une force politique contre vents et marées pour demander la sortie de l'Union européenne. Sauf erreur, ça a duré plus de 20 ans, son truc. Parce qu'il faut du temps au temps dans la politique. Et donc Nigel Farage a bâti son truc et en était arrivé à un tel point que David Cameron et le Parti conservateur commençaient à être bousculés par la montée en puissance du UKIP. Et c'est parce qu'ils craignaient de perdre la majorité, de perdre Downing Street, que David Cameron, contraint par les événements, contraint d'un point de vue politique, a lâché à Nigel Farage la promesse d'organiser un référendum. Et comme on est au Royaume-Uni où les responsables politiques sont un peu plus fair-play qu'en France, il a tenu sa promesse. Mais s'il ne l'avait pas tenue, Nigel Farage aurait poursuivi son combat et aurait fini par l'emporter contre Cameron. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement ? On peut tirer de cet enseignement qu'on ne peut pas demander à des forces politiques d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne si ces forces politiques sont contre ou n'y ont pas intérêt, sauf à ce que, justement, elles voient le vent du boulet et elles risquent de perdre le pouvoir. Ça veut donc dire que pour le Frexit, ça ne sert strictement à rien. Enfin, si, on se fait plaisir, bon. Mais ce qui compte, c'est de bâtir une force politique dans le temps qui agrège à elle le maximum de gens au-dessus du clivage droite-gauche et qui ne change jamais son objectif essentiel, la sortie de l'Union européenne. Eh bien, quand on dit ça, on a posé le diagnostic et la réponse, c'est l'UPR. C'est ce que je fais depuis 14 ans. Sans jamais avoir varié, sans jamais avoir changé. Donc moi, ce que j'attends, moi j'espère qu'ils vont avoir du monde demain, mais j'en doute. Et ce que je sais, c'est que ça n'aura aucun effet. En revanche, ce que je pense, c'est que si ces personnes sont conséquentes, elles devraient rallier le parti politique qui se bat pour la sortie de l'Union européenne depuis 14 ans. Et en particulier, je pense
qu'ils appelleront à se rassembler derrière le candidat du Frexit en 2022. Qu'ils ne vont pas appeler à voter pour telle ou telle force qui ne voudrait pas la sortie de l'Union européenne. Sinon, ça serait l'illogisme le plus complet. Et je peux vous dire que si je suis candidat en 2022, et si au lieu de faire 1% des suffrages, comme en 2017, j'arrive à faire 5, 6, 7% des suffrages, 8% des suffrages, nous serons sur une tendance exactement comparable à celle de Nigel Farage, et il faudra bien qu'au deuxième tour, les deux finalistes, si je ne faisais pas partie des deux finalistes, trouvent un terrain d'entente avec quelqu'un qui représenterait, comme moi, 7, 8 ou 10%. Il est là le truc. Et que je demanderai dans des négociations de deuxième tour, je demanderai l'engagement formel devant les Français d'organiser sous un an un référendum sur la sortie de l'Union européenne avec des conditions très précises d'accès aux médias, avec un respect 50-50 pour les forces pour et pour les forces contre. Pas un truc comme le traité de Maastricht où il y avait eu 80%, 85% du temps de parole réservé à ceux qui étaient pour. Non, non. Quelque chose qui soit gravé dans le marbre, que dans tous les grands médias et dans toutes les télé, radios et journaux, il y ait égalité de temps de parole. Eh bien, si nous représentons ensemble cette force en 2022, je peux vous dire que les candidats qui resteraient au deuxième tour, si je n'en faisais pas partie, seraient bien obligés de composer. Alors qu'évidemment, si on fait 1%, ils peuvent s'en dispenser. N'oubliez jamais ça. Ne faites jamais confiance, pour sortir de l'Union européenne, à des responsables politiques qui se sont fait élire sur le contraire. Je vois aussi parfois des gens dont on voit à l'évidence qu'ils vont voter pour le Rassemblement national, puisque les médias, en fait, les poussent dans cette direction. Ils ont le sentiment, ils sont tellement exaspérés qu'ils sont poussés à voter pour le RN. Ils ne font pas assez attention, ces gens-là, au fait que le RN a abandonné tout ce qui est la souveraineté nationale. Je l'ai déjà dit. Et certains me disent, je vois de tout sur Internet, je regarde les fils de discussion, je vois des gens qui sont plus malins que tout le monde et qui disent non, mais attendez, Madame Le Pen, elle est beaucoup plus maligne que Asselineau parce que Madame Le Pen, elle avance masquée. Oui, bien sûr. Parce que ce monsieur ou cette dame qui écrivent ça n'a pas imaginé un instant que l'oligarchie qui pilote les grands médias, que l'oligarchie qui finance tel ou tel, n'a pas imaginé que peut-être il pourrait y avoir un candidat qui a double jeu. Non, non, non. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est que lorsque vous êtes sur un sujet aussi fondamental que la récupération de la souveraineté nationale, il est évident qu'il faut jouer franc jeu. Vous pouvez pas biaiser, vous pouvez pas faire ça en douce. Rappelez-vous l'exemple d'ailleurs de Salvini en Italie qui avait voulu en douce introduire au gouvernement un ministre qui était Savona, je crois, qui était le ministre des Finances, qui était un partisan de la sortie de l'euro, et le président Mattarella le président de la République avait écarté ce monsieur en disant que les Italiens n'avaient pas consciemment voté pour la sortie de l'euro. Voilà, j'ai été clair, je crois, clair et net. Je pense que maintenant, la grande échéance qui arrive, c'est évidemment l'élection présidentielle, et il est important de se rassembler sur un programme précis, et le programme d'abord de récupération de la souveraineté nationale.